Je pensais que ce week-end allait me rapprocher de ma belle famille. Franchement, j'étais pleine d'espoir. Mon mari m'avait proposé un petit voyage en voiture avec ses 2 frères, juste pour rigoler, disait-il. J'étais la seule femme du groupe, un peu à l'écart d'eux d'habitude, mais il m'avait promis que ça nous ferait du bien. Un week-end pour apprendre à mieux se connaître, avait-il insisté. Dès qu'on a pris la route, j'ai senti une atmosphère bizarre. Les gars étaient surexcités, se lançaient des blagues entre eux, et parfois, leurs regards glissaient vers moi avec un sourire en coin. Des remarques comme « T'es prête pour l'aventure, la princesse ?» me faisaient tiquer, mais je les ignorais. Je me suis dit que j'étais trop susceptible. Ils riaient fort, se moquaient entre eux, mais il y avait une petite tension dans l'air, comme si j'étais la cible et que je ne le savais pas encore. On a roulé des heures, puis ils ont proposé une pause dans une station-service, au milieu de nulle part. Littéralement, pas d'autoroute, pas de réseau, juste une route nationale déserte entourée de champs. Mon mari m'a dit avec un sourire, « Tu peux aller chercher de l'eau pour nous tous, on t'attend ici. » Alors j'ai obéi. J'ai pris mon sac, je suis entrée dans la boutique, et j'ai traîné un peu, histoire de me dégourdir les jambes. Quand je suis ressortie, la voiture n'était plus là. D'abord, j'ai cru que je devenais folle. J'ai regardé à droite, à gauche, j'ai même vérifié derrière le bâtiment. Rien. J'ai couru jusqu'à la pompe à essence. Vide. Puis, mon téléphone a vibré. Un message vocal. J'ai écouté, et j'ai figé. Débrouille-toi, princesse, suivi d'un fou rire. Le genre de rire qu'on lance quand on pense avoir fait la blague du siècle. Le genre de rire qui vous glace le sang quand vous comprenez que ce n'est pas une blague. Pas vraiment. Je les ai appelés. 10 fois. 20 fois. Personne ne répondait. Au bout de quelques minutes, j'ai compris, ils étaient sérieux. Ils m'avaient laissé là. Comme un jeu. Comme un test. Ou peut-être, comme une punition? Je ne savais même pas pourquoi. J'étais à 500 km de chez moi. Sans voiture. Sans réseau stable. Sans aucune idée de ce que je devais faire. Et le plus humiliant? Je n'avais aucun contrôle. Aucun pouvoir. Je suis restée là, debout, plantée sur le béton chaud, en fixant le vide. Les gens passaient à côté de moi comme si je n'existais pas. J'étais invisible. Une épouse abandonnée au bord de la route, comme un sac oublié. Et ce que je ne savais pas encore, à ce moment précis, c'est que je ne rentrerai jamais chez MOI. Je suis restée là, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Je regardais cette route vide, espérant entendre le bruit d'un moteur familier, espérant que tout ça n'était qu'une mauvaise blague. Une caméra cachée. Une leçon. Un truc débile dont on rirait tous plus tard. Mais non. Rien. Juste le vent qui faisait grincer les panneaux de la station-service, et les passants qui ne me regardaient même pas. Mon téléphone n'avait plus qu'une barre de batterie. Et croyez-moi, quand on vous laisse à des centaines de kilomètres de chez vous, cette barre, c'est votre cœur qui clignote. J'ai essayé de rester digne. Je me suis assise sur le bord du trottoir, comme si j'attendais tranquillement quelqu'un. Mais à l'intérieur, c'était la panique totale. J'avais envie de hurler, de courir, de les frapper un par un, de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce qui leur donnait le droit de me faire ça? De me réduire à une plaisanterie? Une femme fragile laissée là pour se débrouiller. La batterie a lâché. Écran noir. Et là, j'ai senti une vraie terreur. Plus aucun moyen d'appeler. Plus de GPS. Je n'étais même pas certaine de la ville dans laquelle je me trouvais. J'ai demandé de l'aide à un chauffeur de camion qui faisait le plein. Il m'a jeté un regard rapide, méfiant. Pas de réseau ici. Et j'ai pas le temps, désolé. Puis il est monté dans son poids lourd et il est parti. J'ai eu le même regard de la caissière, de 2 jeunes types en scout. Les gens ne veulent pas de problème. Surtout pas ceux des autres. Alors j'ai marché. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je devais m'éloigner de cet endroit. De cette humiliation figée dans le béton. Le soleil déclinait. Les voitures passaient à toute allure sur la nationale, sans même ralentir.
J'étais juste une silhouette de plus, invisible. Une tache humaine qu'on évite du regard. À un moment, j'ai vu un petit sentier qui s'enfonçait entre les arbres. J'y suis allée. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai marché longtemps, jusqu'à ce que la lumière tombe. Et là, je me suis assise. Sur une vieille souche d'arbre, au milieu de nulle part. La fatigue, la douleur, l'humiliation, tout m'a frappé d'un coup. J'ai pleuré. Mais pas de ces pleurs bruyants. Non. C'était silencieux. Des larmes qui coulaient comme si mon corps voulait évacuer tout ce que mon esprit n'arrivait pas à comprendre. C'est dans cette forêt que j'ai passé ma première nuit seule. Sans abri. Sans nourriture. Sans téléphone. Sans personne. Une nuit noire, glaciale, que je n'oublierai jamais. Mais quelque chose a changé en moi, ce soir-là. Un déclic. Ce n'était pas seulement une humiliation. C'était une rupture. Il pensait m'avoir abandonné. Mais en vérité, il m'avait libérée. Quand je me suis réveillée au petit matin, recroquevillée sur un lit de feuilles humides, j'étais sale, trempée de rosée, affamée, mais vivante. Vivante avec une clarté brutale, je ne pouvais plus compter sur personne. Je n'étais plus la femme de quelqu'un. J'étais juste une femme, seule, debout, au bord du néant. Et j'allais devoir me débrouiller. Pour de vrai. J'ai suivi la route jusqu'à un petit village. Une bourgade oubliée du temps, avec une supérette, 2 cafés fermés, et un arrêt de bus rouillé qui semblait n'avoir jamais vu de bus. J'avais mal aux pieds, je sentais mauvais, et je savais que j'avais l'air d'une SDF. Et pourtant, une petite voix dans ma tête me disait, continue. Tu es plus forte qu'il ne le pense. J'ai erré quelques heures, observant les gens, m'asseyant sur des bancs publics, essayant d'attraper une connexion Wi-Fi ici ou là, sans succès. Puis, en fin d'après-midi, une vieille dame m'a approchée. Pas méfiante. Pas curieuse. Juste calme. Elle m'a regardé avec ses yeux clairs, et elle a dit. Tu cherches un endroit pour te poser ? Je n'ai pas su répondre. Mais mon corps, lui, a dit oui. Elle s'appelait Mireille. Elle tenait une petite ferme, seule depuis des années. Elle n'avait pas d'enfant, plus de mari, et vivait dans un silence paisible qu'elle ne cherchait pas à remplir. Elle m'a proposé un repas chaud. J'ai accepté. Puis elle a ajouté, en me servant de la soupe. Si tu veux, tu peux rester. J'ai besoin d'un coup de main ici. Je paie pas, mais j'offre un toit et de quoi manger. Je n'avais rien. Ni plan, ni fierté à ce moment-là. Alors j'ai dit oui. Et j'ai commencé à travailler. Les premiers jours ont été durs. Me lever à l'aube. Nettoyer les étables. Porteur des seaux d'eau. Ramasser des œufs, traire les chèvres. Mon corps n'était pas prêt pour ça. Mais chaque douleur, chaque courbature était comme une punition juste. Une sorte de purification. J'avais été abandonnée. Trahi. Humiliée. Et maintenant, j'apprenais à survivre. Mireille ne posait pas de questions. Elle me laissait respirer. Elle m'appelait la petite muette, en riant. Moi, je l'appelais la terre. Parce qu'elle me rattachait à quelque chose de vrai. De concret. Elle ne me jugeait pas, ne cherchait pas à comprendre. Elle m'acceptait telle que j'étais. Sale, paumée, et brisée. Petit à petit, j'ai repris des couleurs. J'ai recommencé à manger. À parler. À sourire. Et dans ce silence rural, j'ai commencé à guérir. Pas à oublier. Non. Mais à me reconstruire. En secret. Parce que ce que personne ne savait, c'est que je n'avais pas disparu. J'étais en train de naître point à mesure que les saisons passaient, mon corps devenait plus fort, mais surtout, mon esprit se forgeait. Ce qui avait commencé comme un refuge temporaire était devenu ma nouvelle réalité. Je n'étais plus la femme laissée sur le bord de la route. J'étais devenue autre chose. Quelqu'un d'autre. Une femme qui n'attendait plus qu'on la sauve. Mireille m'avait offert un lit, un toit, de quoi manger, mais aussi une vérité que personne ne m'avait jamais dite, quand tu arrêtes de supplier les autres de te voir, tu commences à te voir toi-même. Et ça m'a changé.
Très vite, j'ai pris les choses en main à la ferme. Mireille m'avait donné sa confiance, alors j'ai voulu la remercier à ma manière. J'ai proposé de moderniser sa comptabilité, de revoir ses circuits de vente. Elle m'a regardé de travers au début, avec son éternel sarcasme. Et toi? Tu sais faire ça? Elle ne savait pas. Personne ne savait que j'avais étudié la gestion avant d'épouser un homme qui m'avait poussé à tout arrêter. Que j'avais des compétences. Que j'étais intelligente. Que j'avais été brillante, avant qu'on me réduise à l'épouse qui dérange. J'ai repris un vieux ordinateur qu'elle gardait dans une pièce poussiéreuse. Je me suis reconnectée à Internet pour la première fois depuis des mois. Avec une nouvelle identité. Un nouveau nom. Un nouveau mail. Et je me suis réinscrite à des formations en ligne. Comptabilité agricole. Optimisation de circuits courts. Marketing rural. Et devinez quoi? J'étais douée. Chaque soir, pendant que Mireille dormait, j'étudiais. Je regardais des tutos. Je notais tout. Je faisais des plans pour l'exploitation. Et le jour, je les mettais en pratique. On a installé un petit point de vente à la ferme. J'ai refait les étiquettes des produits. J'ai négocié avec une coopérative bio du coin. En 6 mois, on avait doublé les revenus de la ferme. En 1 an, on était devenu rentable. Mireille ne disait rien, mais je voyais dans ses yeux ce mélange d'admiration et de fierté silencieuse. Parfois, elle me servait un verre de vin en fin de journée, me regardait, et disait simplement. Tu sais, je commence à croire que t'étais pas faite pour être la femme de. Et elle avait raison. Je n'étais plus sa femme. J'étais ma femme. Le plus dingue? J'avais effacé toute trace de mon ancienne vie. Pas une photo. Pas un souvenir. Pas une larme. Mon téléphone? Jeté dans une rivière des mois plus tôt. Ma famille? Morte pour moi. Les gens qui m'avaient abandonnée? Ils m'avaient obligée à renaître. Et ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que cette nouvelle version de moi, celle qu'ils avaient tenté de briser, allait bientôt devenir leur pire erreur. Un matin, alors que je préparais les paniers de légumes pour le marché, Mireille est arrivée avec une enveloppe. Elle l'avait ramassée dans la boîte aux lettres en grommelant. C'est pour toi, je crois, mais y a pas ton nom. Juste écrit, pour celle qui sait. Je me suis figée. Mon cœur a manqué un battement. Ce n'était pas une lettre de facture, ni un prospectus. C'était une écriture familière. Une écriture que je n'avais pas vue depuis que j'avais tout quitté. Celle de mon ex-mari. Et à l'intérieur, une invitation. Un carton luxueux. Doré sur les bords. Avec cette phrase ridicule, nous serions honorés de votre présence à la grande réception de réouverture de la maison familiale. La maison. Ma maison. Celle qu'il avait fait vendre. Celle qu'ils avaient vidée de mes affaires comme si j'avais été un fantôme. Une adresse. Une date. Et surtout, la liste des invités, toute ma famille, et la sienne. Mon estomac s'est noué. Pourquoi maintenant? Comment avait-il retrouvé ma trace? Était-ce une provocation? Une ruse? Ou un test? Mireille a croisé les bras en voyant mon visage blêmir. Tu comptes y aller? Non, ai-je répondu d'un ton sec. Mais elle a souri en coin. Tu dis non avec la bouche, mais t'as les yeux qui crient vengeance. Je n'ai rien répondu. Mais la graine était plantée. Pendant des jours, j'ai hésité. Je relisais la lettre en cachette. Je me demandais, pourquoi m'inviter? Par culpabilité? Par mépris? Ou simplement pour s'assurer que j'étais bien toujours en bas, pendant que continuait à grimper les échelons sociaux avec arrogance? Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, j'ai fouillé. J'ai créé un nouveau compte sur les réseaux sociaux. Pseudonyme. VPN. Aucune photo. J'ai tapé le nom de mon ex-mari. Et là, j'ai compris. La réouverture de la maison? C'était un événement sponsorisé. Un partenariat entre la société de son père et une chaîne de décoration d'intérieur. Ils avaient transformé la maison pour en faire un lieu d'exception pour événements privés.
Et le clou du spectacle? Un petit reportage diffusé en direct, avec interview des propriétaires inspirants. Ils ne m'invitaient pas. Ils m'exhibaient. Et dans leur scénario parfait, j'étais censé décliner l'invitation. Rester dans l'ombre. Confirmer leur narrative, que j'étais partie. Qu'ils m'avaient oubliée. Que j'étais insignifiante. Mais cette fois, non. J'allais répondre à leur appel. Et ils n'étaient absolument pas prêts pour la femme que j'étais devenue. Le jour J est arrivé. Je n'avais prévenu personne. Ni Mireille, ni mes anciens collègues, ni mes rares contacts restants. Et surtout, pas un mot à ma famille. Ils n'auraient jamais imaginé que je me pointerais. Pas après ce qu'ils m'avaient fait. J'ai pris un VTC, pas ma propre voiture. Je voulais qu'ils ne sachent rien. Pas tout de suite. La pluie menaçait, le ciel était chargé, parfait pour l'ambiance. Arrivé devant l'entrée de la maison, non, mon ancienne maison, je suis resté figé. Des spots lumineux. Des caméras. Un tapis blanc déroulé sur le chemin de gravier. Des serveurs. Une hôtesse d'accueil. Une hôtesse, dans ma maison. Mon cœur battait fort. Mais je n'étais plus la femme effacée d'avant. J'ai inspiré profondément, ajusté mon manteau beige, et j'ai marché droit. Événement 1, à l'entrée, un agent de sécurité m'arrête, croyant que je suis une invitée perdue. Je montre l'invitation sans un mot. Il fronce les sourcils, hésite, puis scanne le QR code. Bip. Il me laisse passer. Premier petit choc pour eux, je suis dans la liste. Quelqu'un m'y a mise. Volontairement? Par erreur? Par culpabilité? Peu importe. Événement 2, à l'intérieur, tout est différent. Les murs repeints, les meubles changés, les tableaux déplacés, comme si personne n'avait jamais vécu ici avant eux. Pas un seul souvenir de moi. Pas une trace. Même la petite fissure dans l'angle du salon a été recouverte. Comme si j'avais été effacée. Mais je me souviens de chaque centimètre de cette maison. Événement 3, les premiers regards commencent à se tourner. D'abord de vagues connaissances. Puis une cousine. Puis, ma sœur. Elle me fixe comme si elle voyait un fantôme. Sa coupe de champagne tremble dans sa main. T'es, toi. Je souris. Tu croyais que j'étais morte? Événement 4, mon ex-mari me repère à son tour. Il est en pleine interview avec une caméra locale. Il bégaie. Perd ses mots. Le journaliste se retourne vers moi. Vous êtes une amie de la famille? Je réponds calmement, en regardant mon ex droit dans les yeux. Non. Je suis la propriétaire originelle de cette maison. Un silence. Un frisson. Le genre de moment où même les serveurs arrêtent de bouger. Les projecteurs braqués sur nous. Événement 5, au lieu de faire un scandale, je joue leur jeu. Je reste élégante, digne, mystérieuse. Et je me promène dans la maison, saluant les invités. Ceux qui m'ont trahi, ignoré, rabaissé. Je sens leur malaise. Leur gêne. Mais moi, je souris. Je savoure. Parce qu'ils ne savent pas encore ce que je suis venue faire. Et quand j'ai croisé le regard du notaire de famille, le même qui avait géré la fausse vente de la maison, j'ai compris que tout allait basculer. Le jour J est arrivé. Je n'avais prévenu personne. Ni Mireille, ni mes anciens collègues, ni mes rares contacts restants. Et surtout, pas un mot à ma famille. Ils n'auraient jamais imaginé que je me pointerais. Pas après ce qu'ils m'avaient fait. J'ai pris un VTC, pas ma propre voiture. Je voulais qu'ils ne sachent rien. Pas tout de suite. La pluie menaçait, le ciel était chargé, parfait pour l'ambiance. Arrivé devant l'entrée de la maison, non, mon ancienne maison, je suis resté figé. Des spots lumineux. Des caméras. Un tapis blanc déroulé sur le chemin de gravier. Des serveurs. Une hôtesse d'accueil. Une hôtesse, dans ma maison. Mon cœur battait fort. Mais je n'étais plus la femme effacée d'avant. J'ai inspiré profondément, ajusté mon manteau beige, et j'ai marché droit. À l'entrée, un agent de sécurité m'arrête,
croyant que je suis une invitée perdue. Je montre l'invitation sans un mot. Il fronce les sourcils, hésite, puis scanne le QR code. Bip. Il me laisse passer. Premier petit choc pour eux, je suis dans la liste. Quelqu'un m'y a mise. Volontairement? Par erreur? Par culpabilité? Peu importe. À l'intérieur, tout est différent. Les murs repeints, les meubles changés, les tableaux déplacés, comme si personne n'avait jamais vécu ici avant eux. Pas un seul souvenir de moi. Pas une trace. Même la petite fissure dans l'angle du salon a été recouverte. Comme si j'avais été effacée. Mais je me souviens de chaque centimètre de cette maison. Les premiers regards commencent à se tourner. D'abord de vagues connaissances. Puis une cousine. Puis, ma sœur. Elle me fixe comme si elle voyait un fantôme. Sa coupe de champagne tremble dans sa main. Toi. Je souris. Tu croyais que j'étais morte? Mon ex-mari me repère à son tour. Il est en pleine interview avec une caméra locale. Il bégaie. Perd ses mots. Le journaliste se retourne vers moi. Vous êtes une amie de la famille? Je réponds calmement, en regardant mon ex droit dans les yeux. Non. Je suis la propriétaire originelle de cette maison. Un silence. Un frisson. Le genre de moment où même les serveurs arrêtent de bouger. Les projecteurs braqués sur nous. Au lieu de faire un scandale, je joue leur jeu. Je reste élégante, digne, mystérieuse. Et je me promène dans la maison, saluant les invités. Ceux qui m'ont trahi, ignoré, rabaissé. Je sens leur malaise. Leur gêne. Mais moi, je souris. Je savoure. Parce qu'ils ne savent pas encore ce que je suis venue faire. Et quand j'ai croisé le regard du notaire de famille, le même qui avait géré la fausse vente de la maison, j'ai compris que tout allait basculer. Le silence s'était installé. On m'observait comme si j'étais un problème qu'on ne savait plus comment contourner. Pourtant, je ne criais pas, je ne menaçais pas. Je souriais. Et c'était bien pire pour eux. Mais le vrai moment de rupture allait venir d'ailleurs. Alors que je descends l'escalier principal, celui que mon ex-mari m'avait interdit d'utiliser parce que je faisais du bruit avec mes talons, j'aperçois le notaire de famille. Il discute à voix basse avec Mireille. Il lui remet une enveloppe. Mireille lit, devient livide, puis lève les yeux vers moi. Elle comprend. Elle devine ce qui va se passer. Mais elle est trop tard. Un homme en costume monte sur la petite scène dressée pour les remerciements. C'est le frère de mon ex, toujours à vouloir gérer l'image de la famille. Il commence un discours fade, sur les valeurs de solidarité et la réussite familiale. Je l'écoute à peine. Je sens le moment venir. Je sais ce que j'ai planifié. Juste avant qu'il ne termine, le notaire me rejoint discrètement. Il me murmure. Vous êtes sûr? C'est maintenant ou jamais. Je hoche la tête. Et devant tout le monde, il lui arrache le micro. Le notaire annonce d'une voix claire et solennelle que des irrégularités ont été découvertes dans l'acte de cession de la maison. Il explique que la vente a été faite sans mon consentement complet, avec des signatures falsifiées. Et que selon la loi, le bien redevient ma propriété. Immédiatement. Un cri. Une exclamation. Des invités lâchent leur coupe. Mireille se lève d'un bond, furieuse. C'est une blague? Cette maison est à moi maintenant? Le notaire reste impassible. Pas selon la justice. Et certainement pas selon le dossier que votre belle-fille a constitué. Je m'avance alors. Calmement. Je prends le micro. Et je parle. Pas pour crier vengeance. Pas pour les humilier. Mais pour leur rappeler ce qu'ils m'ont fait. Les humiliations, les mensonges, l'expulsion. Et surtout, leur erreur fatale, m'avoir sous-estimé. Je termine par une phrase simple. Vous m'avez jeté dehors comme si je n'étais rien. Aujourd'hui, vous réalisez que je suis tout ce qui vous reste. Et là, je tends une clé. Vous avez exactement 1 heure pour sortir de ma maison. Un silence total. Puis une vague de chuchotements.
Des visages rouges. Des regards fuyants. La fête est morte. Et moi, je viens de reprendre ce qu'on m'avait volé. Ils sont partis comme ils ont vécu, dans le mépris, la panique, le refus de reconnaître qu'ils avaient tout perdu. Les talons de Mireille claquaient dans l'entrée, plus rageurs que jamais, mais cette fois, ce n'était plus ma démarche qu'on critiquait. C'était la sienne qui sonnait comme une défaite. Le silence revenu dans la maison, j'ai fermé la porte. Une bonne fois pour toutes. Pas juste la porte de l'entrée. Non. Celle d'un chapitre entier de ma vie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri. J'ai simplement respiré. Mais tout ne s'est pas arrêté là. Le lendemain matin, les journaux locaux titraient déjà « Héritière dépossédée récupère sa maison, scandale dans une famille bourgeoise ». Des voisins m'ont regardé autrement. Certains avec respect. D'autres avec honte. Et quelques-uns avec cette gêne typique de ceux qui savaient, mais n'avaient jamais levé le petit doigt. Puis, un appel inattendu. « Bonjour, c'est Clara. » La voix de la fille de Mireille. La seule qui, un jour, m'avait discrètement glissé un mot de soutien quand j'étais à bout. Je voulais vous dire que, je suis désolée. Pour tout. Elle n'était qu'une adolescente quand sa mère m'écrasait comme une servante. Aujourd'hui, elle me demandait pardon. Et c'est peut-être ça, le vrai renversement. Pas la maison. Pas la vengeance. Mais le fait que, malgré tout ce qu'ils m'ont fait, j'ai pu leur montrer qu'on peut se relever, sans devenir eux. Je n'ai pas raccroché. On a parlé. Longtemps. Et en refermant ce chapitre, j'ai compris une chose, je n'avais pas seulement récupéré ma maison. J'avais repris ma place. Et ceux qui m'avaient rejeté, allaient devoir apprendre à vivre avec une vérité bien plus dure que la justice. Je ne suis plus celle qu'ils pensaient pouvoir écraser. Quelques jours à peine après leur départ précipité, les effets de leur chute ont commencé à se faire sentir. Tout s'est passé rapidement, comme un château de cartes qu'on aurait soufflé sans effort. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui tombais. C'était eux. Mireille et Jacques, sans adresse officielle, ont tenté de s'installer chez une connaissance, qui les a mis à la porte dès qu'elle a découvert le scandale dans les journaux. Même leurs amis les plus proches les évitaient. Certains se contentaient de faire semblant de ne pas les voir. D'autres, plus hypocrites, les humiliaient à leur tour comme si leur déchéance les autorisait à régler leurs propres comptes. Leur ancienne entreprise, que Jacques avait bâtie en partie sur des fonds hérités mais fonds a été auditée. Et là, surprise, des irrégularités. Des comptes offshore. Des documents falsifiés. Tout ce que j'avais ignoré, par naïveté, a éclaté au grand jour. Les autorités ont été alertées. Les avocats aussi. Mais le plus dur pour eux n'a pas été la justice. Ce fut l'indifférence. Plus personne ne les soutenait. Plus personne ne les invitait. Même leurs enfants évitaient de se faire associer à eux. Clara m'a confié que sa mère refusait encore d'admettre quoi que ce soit. Elle dit que c'est une conspiration. Qu'on lui a volé sa vie. Elle se la volait toute seule depuis des années, Clara. Moi, de mon côté, je reconstruisais. Pas dans les cris. Pas dans le scandale. Juste en silence. En retrouvant des photos que j'avais cru perdues. En repeignant des murs qui m'avaient toujours oppressé. En accueillant de nouveaux visages à ma table. Des gens vrais. Simples. Honnêtes. Ce n'était plus une revanche. C'était une renaissance. Et pendant que je vivais à nouveau, eux s'accrochaient aux ruines d'un monde qu'ils pensaient éternel. Mais qui n'avait jamais tenu que grâce à une seule chose, ma patience. Et cette patience, elle avait disparu. Ils pensaient que le pire était derrière eux. Mais c'est quand tout semble s'être écroulé, que le vide commence vraiment à peser. Mireille, elle, avait encore l'arrogance de croire qu'une bonne excuse suffirait à tout remettre en ordre. Elle m'a écrit. Une lettre tremblante, sans formule sincère. Pas un mot de regret. Juste des reproches voilés. Elle disait, on a tous fait des erreurs. Tu pourrais comprendre. Non, Mireille. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Et ce choix, tu l'as répété pendant des années. Je n'ai pas répondu.
Et ce silence a eu plus d'effet que n'importe quel discours. Il l'a rongé. Je le sais. Parce que peu après, j'ai reçu un message de quelqu'un d'inattendu, mon frère. Lui non plus ne s'attendait pas à tomber de si haut. Il m'a appelé, en pleine nuit. Je n'ai pas décroché. Il a insisté. 3 fois. Puis il m'a laissé un message vocal. Je voulais juste dire que je ne savais pas. Ou que je ne voulais pas savoir. Et je regrette. Cette fois, ce n'était pas une excuse. C'était une fissure. La première dans son armure. La première fois qu'il me parlait sans arrogance, sans supériorité. Je l'ai écouté. Et je l'ai laissé mariner. Parce que le pardon ne se donne pas à ceux qui le réclament pour se soulager. Il se donne à ceux qui le méritent. Et pour le moment, aucun d'eux n'était prêt. Mais moi, j'étais prête. Prête à vivre autre chose. Prête à tourner la page, sans tirer un trait. Car leur chute ne définissait pas ma victoire. Ma victoire, c'était de m'être relevée, sans eux. Et ça, ils ne le supporteront jamais. C'était un dimanche gris. Comme si même le ciel hésitait à faire la paix avec eux. Je marchais dans ce quartier qu'ils avaient cru pouvoir m'arracher. Mes pas résonnaient sur les trottoirs comme un rappel, j'étais encore là. Intacte. Et eux? Dispersés. Je ne m'attendais pas à la croiser là. Mireille. Assise sur le banc d'en face, l'air vieilli, le regard vide. Pas maquillée. Pas fière. Juste, humaine. Elle m'a regardée comme si elle ne me reconnaissait pas. Ou peut-être comme si elle s'attendait à ce que je la contourne, comme avant. Mais j'ai continué d'avancer. Droit vers elle. Et elle a murmuré. Je suis désolée. Je me suis arrêtée. Une seconde. Une seule. Ce n'était pas le genre de pardon qu'on prépare dans un miroir. Ce n'était pas un piège. C'était réel. Enfin. Mais trop tard. Je l'ai regardée, droit dans les yeux. Et j'ai répondu simplement. Tu ne t'es pas excusée quand j'en avais besoin. Elle a baissé les yeux. Et c'est là qu'elle a compris. Ce qu'elle avait détruit, elle ne pouvait plus le reconstruire. Ce qu'elle avait perdu, elle ne pourrait jamais le rattraper. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas explosé. J'ai juste tourné la page. Pour de bon. Plus besoin de revanche. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que leur plus grand châtiment, ce n'était pas ma colère. C'était ma réussite sans eux. Et à ce moment précis, je l'ai su. Je ne reviendrai jamais en arrière.